Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier rendez-vous avec notre nouveau partenaire qui est la Délégation générale du Québec à Paris. Et pour cette occasion, nous recevons Joséphine Bacon et Rodney Saint-Éloi. Bonsoir Rodney, bonsoir Joséphine et bonsoir Fabrice. Bonsoir. Oui. Alors, désormais, nous avons un rendez-vous chaque premier mercredi du mois. Nous aurons l'occasion de recevoir soit un auteur québécois, soit une maison d'édition québécoise pour vous les faire découvrir. Ce soir, c'est la maison d'édition Mémoire d'Encrier qui a été fondée par Rodney Saint-Éloi, qui est aussi auteur, poète, un peu éditeur, et Joséphine Bacon, qui est un auteur phare de cette maison d'édition. Pour les interroger, nous retrouvons Fabrice Baumann, qui est libraire et responsable des animations Office de Site Pro des librairies de Citre et Le Furet du Nord. Toujours les mêmes manipulations. Si vous avez envie de poser des questions à Joséphine ou à Rodney, vous m'envoyez un petit message et je les poserai à la fin de la rencontre. Joséphine, Rodney, Fabrice, je vous souhaite une belle rencontre. Et avant d'oublier, notre librairie partenaire, ce soir est quand même la librairie du Québec à Paris. Bonne rencontre, à tout à l'heure. Bien, Nathalie, merci beaucoup. Donc, à moi la dure tâche, en quelque sorte, d'inaugurer ce cycle. Mais en tout cas, ce qui contrebalance la difficulté, c'est le plaisir de voir deux visages familiers, Joséphine Bacon et Rodney Saint-Éloi. Rodney, fondateur et animateur de la maison Mémoire d'Encrier, distribuée en France depuis 1 an et demi. Donc, ceux qui nous écoutent n'auront aucune difficulté à trouver leur titre. C'est difficile, Rodney, de parler d'une maison d'édition quand on a près de 300 titres au catalogue, des auteurs qui viennent de tous les horizons. Tu publies un petit peu, je me permets de te tutoyer, Rodney, parce qu'on s'était croisés au Québec et voilà, c'est plus facile pour moi, ça me détend un petit peu. Un éditeur qui donc édite du roman, de la poésie, des essais, un petit peu comme tous les éditeurs, mais quand on va au Québec, on sait à quel point la poésie est vivante et les essais sont au présent. Au vu de la difficulté, pour commencer cette conversation, Rodney, j'avais peut-être envie que tu parles un petit peu de ton parcours qui a amené à la création de cette maison d'édition en 2003, parce que je crois qu'en fait, Mémoire d'Encrier, avant de s'appeler Mémoire d'Encrier, ça a appelé Mémoire en Haïti. Merci Fabrice, merci Joséphine, merci à Nathalie et à Frédéric et à tout le monde et à la délégation du Québec, à la librairie du Québec à Paris. Donc, je suis très, très content, Fabrice. En fait, je suis écrivain et j'étais en Haïti et il a fallu en fait faire quelque chose parce que quand on est haïtien, il faut bouger. Si on ne bouge pas, c'est la terre qui va bouger, c'est les autres qui vont bouger. Tu meurs si tu ne bouges pas quand tu es en Haïti, quand tu vis en Haïti. Donc, j'enseignais, j'étais journaliste aussi, écrivain, et puis j'ai eu une maison d'édition qui s'appelait Mémoire. Et naturellement, quand je suis venu ici et à Montréal, j'ai étudié à Québec, j'ai étudié à l'Université Laval à Québec. Avant, j'ai étudié en Haïti la linguistique, l'économie. Ici, j'ai fait une maîtrise et un début de doctorat des études en littérature comparée avec un ami qui m'est cher et précieux comme un maître, Maximilien Laroche, qui est un essayiste assez important. Et puis quand je suis arrivé ici en 2001 à Montréal, qui m'a accueilli les bras ouverts, donc j'ai été bien accueilli à Montréal. Et puis j'ai cherché du travail, mais je n'ai pas pu trouver du travail. Et puis j'ai un ami qui m'a dit, mais continue à faire ce que tu faisais. Donc en Haïti, j'avais les éditions Mémoire avec un poète de grande importance, c'était Georges Casteura, qui est décédé il y a 2 ans. Et puis quand je suis arrivé ici en 2001, en 2003, j'avais commencé avec le Syndicat, qui est une maison d'édition. Ensuite, j'ai fondé Mémoire d'Encrier. Donc, pour des questions d'exil, je me suis trouvé en situation d'exil et je voulais nommer la réalité que je vivais, cette réalité d'exil. Et c'est là que j'ai appris que j'étais un noir. Je ne savais pas que j'étais un noir. Et c'est en vivant ici comme résident que j'ai appris que j'étais un noir, que j'ai appris aussi qu'il y avait les noirs, les Indiens, les blancs, que le monde était divisé comme ça. En Haïti, je ne savais pas du tout ça.
Donc, pour nommer les choses et pour me nommer moi-même. Et donc, j'ai mis en place les éditions Mémoire d'un crier ici en mars 2003. Pour découvrir un petit peu ta maison d'édition, qui est une véritable fenêtre sur le monde, hein, on va peut-être en explorer les différentes composantes, les différentes sensibilités. J'ai envie de dire que peut-être cette origine permet d'aborder une première sensibilité de ta maison d'édition, une sensibilité, on va dire, caribéenne, haïtienne, africaine, en quelque sorte. Et j'aimerais peut-être que cette exploration de ta maison d'édition, on la fasse à travers des titres qui te sont chers. Et j'aimerais commencer par un livre dont on a parlé dont on parle puisqu'il est sorti tout récemment. C'est le livre de Gerda Cadostin, qui est un vrai bonheur de lecture, qui s'appelle Laisse folie courir. Et donc, elle vit à Paris, mais elle est d'origine haïtienne, je crois, mais elle a passé l'essentiel de sa vie en France. Est-ce que tu veux que je parle un petit peu du livre pour en parler, ou est-ce que tu veux le présenter? Ah mais non, parle, j'aimerais t'écouter. Alors, moi, il y a quelque chose que tu as évoqué dans ta biographie qui m'intéresse pour en parler. C'est, je crois que quand tu as étudié à l'Université de Laval, en fait, tu as étudié l'émergence du créole en Haïti. Et donc, je pense que c'est un livre qui t'intéresse à plus d'un titre. Oui, beaucoup. J'ai fait un mémoire de maîtrise qui portait sur le créole en Haïti, l'histoire de la langue créole en Haïti. Parce qu'en fait, moi, je pars de l'idée qu'il n'y a ni grand ni petit, qu'il y a que des relations qui soient tissées entre les humains. Et ceci, je l'applique à tout, au livre. Il n'y a pas de grands livres ni de petits livres, il n'y a pas de grands peuples ni de petits peuples, il n'y a pas de grandes langues ni de petites langues. Et quand j'ai trouvé le livre de Gerda Cadostin, Laisse folie courir, quand j'ai lu ça, c'était un livre d'abord écrit pratiquement à près de 50%, 40-50% en créole. On a dû travailler pour laisser l'imaginaire créole, pour enlever les mots créoles, parce que j'ai dit, mais en fait, pour moi, la francophonie, et c'est intéressant que ça se passe au Québec, c'est-à-dire que pour que le Québec accueille le monde, le Québec accueille les autres langues aussi, avec Mémoire d'un crier, c'est que quand on parle de l'espace francophone, pour moi, je pense que ça fait place à d'autres langues. Et on dit souvent, Joséphine et moi, qui est toujours publié en bilingue, en Nino-Aïmoun et en français, que c'est intéressant parce qu'il y a des sensations qui partent, il y a des émotions, en fait, il y a des ressentis qui ne peuvent partir que dans telle langue et non dans telle autre langue. Donc, et je pense que c'est nécessaire, c'est par respect, parce que je pense qu'une maison d'édition, d'abord, le mot-clé, c'est le respect, le dialogue. Et comme c'est le respect, donc le respect de l'individu commence par le respect de sa langue. Je pense que c'est fondamental. Donc, Gerda Cadostin, c'est un livre important, et important pour moi parce que c'est une femme de 62 ans qui écrit son premier livre. Et d'habitude, les éditeurs cherchent des femmes de 20 ans qui sont presque vierges, et littéralement parlant, physiquement, etc., pour faire la promotion. Ça fait beau sur les plateaux. Et je pense qu'il faut casser les idées reçues aussi. Donc, je pense que c'est intéressant de donner la parole, de donner voix, de faire écho à une femme comme Gerda Cadostin qui est vraiment, qui laisse folie courir. Pour moi, c'est une autre vision du féminisme à l'haïtienne. Et c'est un regard sur les pères, ce qu'elle appelle la confrérie des pères invisibles. Parce qu'en Haïti, les pères sont tous absents. On ne les voit pas. Ils n'existent pas. Donc, c'est une société gérée par les femmes. Les hommes ne font que du bruit dans la politique, mais dans la famille, dans la relation, les hommes sont fondamentalement absents. Et puis, c'est vrai que c'est un livre qu'elle a porté sur des années, parce que quelque part, c'est aussi l'héritage familial, la transmission, les différentes générations qu'elle a voulu raconter. On est dans un récit dense, elliptique, allusif, très intéressant, qui est presque parfois pas loin du mythe, puisqu'on va comprendre en quelque sorte l'évolution de deux jumelles qui ont grandi ensemble dans le même lit, protégées de l'extérieur par une tante et un oncle, et celle qui fait un petit peu le récit presque mythologique de cette histoire, c'est Grande Sans Cochon, donc qui est dans une langue, enfin qu'elle fait dans une langue qu'elle dit dans une langue tripot,
Oui, parce que nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les nouveaux narratifs. Quand on dit les nouveaux narratifs ici, c'est que Joséphine avait, dans un poème, dit que survivant d'un récit qu'on ne raconte pas. Donc, je pense que c'est fondamental que je nous considère comme des survivants d'histoires qui ne sont pas racontées. En fait, nous, ici, on ne va pas vers les histoires qui sont 10 000 fois, 50 000 fois racontées, que les journalistes reprennent, que tout le monde reprend sur le même ton. On va vers des histoires qui sont souvent difficiles, qui sont souvent pas du tout racontées. Et c'est une histoire qu'on ne raconte pas en Haïti. C'est l'histoire on parle beaucoup de l'Artibonite, mais c'est l'histoire de Guéraud. Même moi, je ne connaissais pas du tout Guéraud. Et ces deux jumelles ont décidé d'épouser le même homme parce qu'elles ne veulent pas se séparer. Et ensuite, et cet homme est plus jeune, est de près de 15 ans plus jeune que ces deux femmes, ces deux sœurs-là. Donc, c'est vraiment important parce que d'habitude, dans l'histoire, ce sont des privilèges réservés aux hommes, ce ne sont pas des privilèges réservés aux femmes. Et je pense qu'il y a une dignité, il y a une langue sublime. Et c'est un livre magnifique qu'on a découvert. Et si on dit Mémoire d'un crayon, on dit, mais qu'est-ce que ça peut ajouter au récit, à toutes les couches d'histoire qui existent? Je pense que Gerda Cadossien vient d'ajouter quelque chose à l'histoire de la Caraïbe. Très certainement. Comme tu évoquais quelque chose d'important dans le livre, hein, c'est les pères invisibles. Mais il y a une autre auteure haïtienne dans ton catalogue, Émilie Prophète, dont tu viens de publier Les villages de Dieu. On est aussi un petit peu dans cette problématique, mais là, je dirais que c'est un peu les mères invisibles ou chahutées, en tout cas, puisque là, on suit l'histoire d'une jeune femme élevée par sa grand-mère dans un milieu peut-être plus urbain, peut-être plus violent, plus contemporain. Oui, mais c'est drôle parce que dans ce livre, il y a un paradoxe. Dans le livre d'Émilie Prophète, les villages de Dieu, c'est qu'on voit l'actualité aujourd'hui en Haïti qui est dominée par les gangs, et c'est tout ce qu'on retrouve dans le livre. Et le livre est écrit avec une douceur, une grande douceur qui est la marque de l'écriture d'Émilie Prophète, une grande tendresse. Et c'est Célia, cette jeune femme, et c'est cette jeune femme qui décide de frayer son avenir. C'est intéressant de voir cette jeune femme qui est dans un bidonville où l'avenir n'existe pas, et elle s'invente un avenir en devenant youtubeuse. Et c'est en tant qu'influenceuse sur Internet qu'elle va décrire la vie et des autres femmes de ce bidonville, et qu'elle va aussi pouvoir s'ouvrir au monde et communiquer au monde avec dignité. Je pense que ce qui est fondamental aussi, c'est le sens que prend la littérature quand je vois les livres de Gerda Cadossien, les livres d'Émilie Prophète, les livres de Naomi Fontaine, les livres de Joséphine Bacon, ou bien les livres de Natacha Canapé-Fontaine, ce qui est de Yara El Gadban, ce qui est intéressant, c'est la démarche de citoyenneté. C'est-à-dire, il y a une vision, une exigence politique. C'est-à-dire, il faut changer. Il faut changer le milieu, il faut changer les choses. Et je suis resté très attaché à la vieille idée que la littérature peut changer. Je pense que quand, en fait, il y a un livre que Joséphine et Laure Morali ont fait ensemble, qui c'est Nina Was, Moi l'enfant, et je pense que ce livre-là, c'est un grand acte politique inouï, parce que quand on finit de lire le livre-là, on change la perspective qu'on avait des peuples autochtones et des Inuits et des communautés Inuits. Et c'est intéressant, si à mémoire d'un crier, chaque livre qu'on publie pouvait changer le regard et sur les personnes qui portent ces imaginaires, sur les personnes qui portent ces langues, je pense que pour nous, c'est comme ça qu'on aimerait définir l'édition et la littérature. On va arriver à cette veine autochtone chez Mémoire d'Encrier, mais avant, j'aimerais qu'on reste un petit peu sur cette littérature haïtienne, caribéenne ou monde. On verra comment on finit par l'appeler. Mais j'ai envie de dire que, et tu l'as dit, je crois, Mémoire d'Encrier, ce n'est pas forcément chercher la nouveauté à tout crin. Et par exemple, tu peux avoir un travail, on va dire, entre guillemets, patrimonial, puisque
tu as décidé de rééditer toute l'œuvre, par exemple, de Jean-Claude Charles, haïtien, donc écrivain et journaliste, hein, correspondant du Monde, qui est passé par les États-Unis, par la France, dont tu édites tous les livres, hein, Manhattan Blues, paru en 1985, ou Le Corps Noir, paru en 1980 en France chez POL. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet écrivain et du travail que tu as décidé de faire autour de cet écrivain chez Mémoire d'Encrier? C'est un écrivain immense qui est fabuleux, que personne ne, je pense que personne, que tout le monde a oublié, que l'on connaissait beaucoup. Et c'était Manhattan Blues, c'était le livre de chevet de Marguerite Duras, qui recommandait ce livre partout. Et c'est un auteur vraiment fabuleux. C'est cet auteur-là qui a beaucoup travaillé avec Raoul Peck, qui a été le guide, le mentor de Raoul Peck quand Raoul Peck est venu à Paris. Et dans les années 70, il travaillait pour Le Monde. Jean-Claude Charles, il est décédé, et puis personne ne parle plus de Jean-Claude Charles, on a oublié complètement. Et moi, j'étais tout jeune, j'ai découvert cet écrivain immense que j'ai rencontré en 3, 4 fois en Haïti et à Paris. C'était l'ami de Jean Métellus. Donc, je pense que la question de la mémoire est fondamentale. Pourquoi on oublie de si grands écrivains? Et là, on a fait un travail, on a repris tous les livres de Jean-Claude Charles. Il reste un autre titre à reprendre là. C'était le mentor et l'ami aussi de Louis-Philippe d'Alembert, que l'on connaît très, très bien. Publié chez Donc, Vespizer en France. oui, oui, qui est publié chez Vespizer. Le mentor aussi de Yannick Lyens, qui est publié chez Vespizer aussi. Vespizer. En fait, je pense que à mon sens, c'est le plus grand écrivain haïtien, Jean-Claude Charles. Et puis, donc, qui travaillait beaucoup à la manière de Glissant dans les relations, dans le cas au monde, et puis qui est complètement disparu de l'histoire. Et donc, moi, je pense qu'il y a une mémoire littéraire à sauvegarder. Et j'ai tout republié de Jean-Claude Charles. Il y a son dernier livre qui s'appelle Ferdinand, je suis à Paris, qu'on va publier qui serait cet automne. La suite apparemment de Manhattan Blues. Oui, oui, avec une préface de Patrick Chamoiseau, qui aime beaucoup Jean-Claude Charles. Alain Mabankou m'a dit, je ne comprends pas comment cet écrivain n'est pas plus connu, n'est pas lu, etc. Mais il y a plein d'écrivains, beaucoup d'écrivains qui sont immenses, qui ne trouvent pas de lecteurs. Manhattan Blues, c'est une déambulation amoureuse et pédestre dans New York, hein, Oui. d'un homme pris entre deux amours, en quelque sorte, un génie et Fran. Je ne sais pas si tu veux en dire un peu plus, mais moi, j'aimerais que tu parles peut-être du Corps Noir, qui était paru en 1980 chez nous, qu'on décrit comme un livre rageur contre le racisme, en quelque sorte, par celui qui s'appelait lui-même le Nègre errant. Ça fait plus de 40 ans que ce livre paraît, Le Corps Noir, et c'est aujourd'hui qu'on parle beaucoup aujourd'hui de racisme. En fait, on parle beaucoup, on voit toutes les revendications afrodescendantes aujourd'hui dans le monde, et puis c'est un texte qu'on a complètement oublié, Le Corps Noir. Et ce qui est fondamental, c'est que Jean-Claude Charles ajoute un peu d'humour dans la question. Et souvent, quand on commence à lire le texte, c'est pas que les Noirs ont raison et les personnes blanches en jaune ont tort. C'est simplement, il y a une vision sur la question noire, sur la condition noire, qui est fondamentale. Et c'est comme si on pourrait dire que Jean-Claude Charles avait vu déjà George Floyd. Jean-Claude Charles avait déjà vu tout ça. Donc, il y a un côté visionnaire dans ce texte qui est naturellement daté des années 80, mais c'est un texte en fait fondamental pour comprendre la question noire en France, pour comprendre la question noire aussi aux États-Unis. Et c'est pourquoi moi, je tends à dire que ce soit dans De si jolies petites plages de Jean-Claude Charles, qui est un livre magnifique sur les prisons aux États-Unis, sur les boat people. Et puis, je pense que Jean-Claude Charles demeure l'un des écrivains haïtiens contemporains les plus importants. Parce qu'il y a toute une pensée qui se dégage dans son œuvre, une générosité, une relation avec le féminin qui dépasse la relation binaire homme-femme et que je trouve extraordinaire. C'est un écrivain que je lis et relis. Et je suis très, très heureux. On a fait à Tallahassee un grand colloque autour de Jean-Claude Charles et on a réuni une centaine d'universitaires, d'écrivains
autour de Jean-Claude Charles. Et ce qui est intéressant, c'est que la transmission se fait très, très bien. Je vois que des jeunes comme Mackenzie Orsel en parlent beaucoup dans ses livres, et en exergue d'un certain nombre de livres comme James Noel. Il y a beaucoup de jeunes écrivains antillais et haïtiens qui commencent à considérer Jean-Claude Charles comme un aîné capital. Pour situer un petit peu les deux auteurs que tu as cités, hein, chez Zulma, qui sont un petit peu la jeune génération des auteurs haïtiens. Pour ceux qui voudraient peut-être, avant de lire, écouter, il y a quelqu'un pendant le confinement qui a décidé de lire un chapitre de Manhattan Blues qui s'appelle L'herbe fraîche sur Internet. Ils pourront l'écouter. Je signale aussi que dans la collection Poésie, le premier livre que tu as édité de lui s'appelle Négociation. Oui. Voilà. Alors là, on a vu peut-être une partie, une veine un petit peu de Mémoire d'Encrier, qui est Haïti, les Caraïbes. On reviendra peut-être à l'Afrique plus tard quand on parlera du récit. Mais là, je trouve dommage qu'on ne fasse pas un peu parler Joséphine Bacon. On a cette chance ce soir parce qu'elle est avec nous. Et j'ai l'impression que ce parcours t'a amené un petit peu à peut-être t'intéresser à toutes sortes de voix, peut-être des voix qu'on dit silenciées, discriminées, colonisées. Et en tout cas, il y a une démarche aussi envers les auteurs autochtones, comme on dit au Québec. Et j'aimerais peut-être, avant qu'on donne la parole à Joséphine Bacon, qu'on parle d'un livre que tu as publié en 2021. Et peut-être que Joséphine Bacon aussi pourra en parler, parce que je pense qu'elle est bien placée pour en parler. C'est un essai que tu as publié, c'est « Je suis une maudite sauvagesse » de Anne Anta Capech, un livre qui était paru, en fait, qui était plus vraiment disponible depuis longtemps, qui est paru, je crois, en 1976. Et j'aimerais que tu parles un petit peu de ce livre, de l'importance qu'il a pour différentes générations que tu édites dans ta maison d'édition, et que tu le présentes un petit peu. Puis si Joséphine peut-être veut en dire deux mots, parce que je pense qu'elle a quelque chose à en dire d'important, je veux bien aussi. Mais le projet a commencé avec Joséphine Bacon et aussi Naomi Fontaine. Naomi Fontaine qui le préface. Joséphine Bacon, Naomi Fontaine a joué le rôle d'éditrice et Joséphine Bacon était dans sa maison à Mémoire d'Encrier et on parlait des Premières Nations, on parlait des Autochtones et puis on parlait depuis le nom de Anantan Capech et puis sort. Et Joséphine Bacon m'a donné l'ordre de publier ce livre. Et donc, en plus de me donner l'ordre, en fait, la traductrice de Capech et la traductrice de Anantan Capech, c'est la bonne amie de Joséphine Bacon, c'est José Mario. Et José Mario qui a fait un travail sublime. José Mario, c'est une Québécoise, et parce que c'est une Québécoise qui a été chez les Inuits et qui a accompagné beaucoup Anantan Capech et qui a traduit Anantan Capech de l'Innu en français. Et c'est une femme québécoise qui a une relation vraiment très, très serrée avec les Inuits et qui a écrit un dictionnaire sur la langue Innu, qui a beaucoup travaillé avec les Inuits. Et je pense que on a publié 2 livres de Anantan Capech, Je suis une maudite sauvagesse et Qu'as-tu fait de mon pays. Ce sont des livres extraordinaires. Donc, je laisse la parole à Joséphine qui a elle-même. Est-ce qu'avant de passer la parole à Joséphine, on pourrait peut-être situer un peu ce livre, hein, que tu n'hésites pas à dire classique, mais c'est surtout un essai-témoignage et c'est la première fois en fait qu'une autochtone, en quelque sorte, va prendre la parole pour raconter son peuple, en quelque sorte, avant les réserves et dans les réserves. Et c'est une démarche importante parce que, comme elle le dit elle-même, c'est plutôt les Blancs, entre guillemets, qui s'intéressent aux choses du passé. Et elle, en fait, elle a décidé de raconter, en fait, pour que finalement, ceux qui vont suivre sachent que les Inuits n'ont pas forcément vécu toujours dans des réserves. Oui, oui. Bon, je dis un petit mot avant de passer la parole à Joséphine Fabrice, puisque tu insistes. Oui. C'est qu'elle est née en 1926. C'est la première auteure Innu. Ouais. La première auteure Innu et que l'on connaît. Et elle a publié son premier livre, Je suis une maudite sauvagesse. C'est la perspective historique que j'aime. C'est-à-dire que souvent, ce sont les Blancs qui racontent les histoires
des Premières Nations. Et voilà que c'est elle qui raconte, j'aimerais dire, l'histoire, change de perspective avec un Anton Capech, au lieu que ce soit l'historiographie blanche, des anthropologues blancs qui vont là-bas, qui racontent l'histoire des autochtones, eh bien, c'est elle qui raconte l'histoire du Québec et du Canada dans la perspective autochtone. Et ça change beaucoup. Et avant de laisser la parole à Joséphine, je dis simplement, je donne en fait, dans le préambule, elle dit une chose, la première phrase, c'est dans mon livre, il n'y a pas de parole blanc. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment sa propre perspective. Ce n'est pas qu'elle déteste les Blancs, c'est que dans son livre, la parole sera entièrement Innu, et l'imaginaire, et la culture, et la langue. Parce que le livre est écrit d'abord en Innu, et ensuite José Mayo l'a traduit en français. Joséphine, tu veux nous parler un peu de ce livre? Je suis une maudite sauvagiste. Il m'est arrivé quand même à quelques occasions d'aller chez José Mayotte, tu sais, quand Madame Cabiche était là. Parce qu'elle partait de Shefferville, qui est quand même assez éloigné de Montréal, puis elle arrivait avec des piles de cahiers qu'elle avait écrits de façon manuscrite, mais en Innu-Aimun, selon l'écriture qu'on avait appris des missionnaires ou des curés qui avaient été de passage dans les communautés. Donc, José travaillait à partir des cahiers de Cabiche, puis là, et puis là, elle les mettait comme dans le premier, comment je dirais, le premier orthographe qu'on a essayé de standardiser. Donc, le premier livre qui a sorti de Wani Matumanto Inoshko, ça a été dans un orthographe, le premier orthographe qu'on a essayé d'implanter, mais ça a changé depuis. Donc, Cabiche ne parlait ni français, ni anglais, mais elle pouvait comprendre quelques mots en français, donc c'était normal pour elle d'écrire son essai en Innu-Aimun. Puis, comme José Mayo parle couramment l'Innu-Aimun, elle avait confiance qu'en français, José respecterait sa parole qu'elle écrivait dans sa langue. Oui, allez-y. Fini, Joséphine, fini. Non, ça va, ça va. Non, je voulais savoir comment toi, tu entends ce titre. Parce que Naomi Fontaine, par exemple, quand elle entend « Je suis une maudite sauvagesse », elle dit qu'il n'y a ni témérité ni arrogance. Elle pèse le poids de ce regard porté sur elle sans baisser les yeux. Parce qu'elle disait qu'elle se sentait indienne et pas bon sauvage quand elle entendait qu'on la traitait. Mais tu vois, Cabiche a dit qu'elle est fière quand on la traitait de sauvagiste, là. C'est comme si, je vais dire blanc, là, c'est comme si les Blancs reconnaissaient qu'elle était une Indienne, une Innu, qu'elle était à sa place. Pour elle, elle n'a pas vraiment vécu de façon, parce qu'il y a plusieurs années, se faire traiter de sauvage ou de sauvagiste, c'était un peu péjoratif, mais maintenant, être sauvage ou être sauvagiste, ça nous ramène à notre identité, à notre propre identité et à la liberté qu'on avait quand on était encore ceux qui habitaient ici. Ce parcours, tu l'as fait aussi avec un thé dans la toundra, de retourner un petit peu dans le ouais. Oui, non? Oui, je suis retournée 3 fois à Moshoshibit, puis un vieux me disait, Masnago, qui était un grand homme, un grand chasseur aussi, il me disait, si un jour tu vas à Moshoat, il dit, tu vas sentir la terre te porter. Et quand j'y suis allée la première fois, je savais que j'étais à ma place à cet endroit-là et que je m'approchais des esprits, les maîtres des animaux. Donc, j'étais proche de Papagassuk, surtout j'étais proche de Papagassuk, qui est le maître du caribou. J'étais proche de Msnap,
tu sais, qui est le maître de Courmesse, la truc grise. Tu sais, j'étais proche de mes rêves et de mon rêve d'un jour d'y aller. Et c'est un livre, enfin moi, qui m'a bouleversé, Joséphine, parce que c'est vrai que sans cesse, on est en présence d'une entité, en quelque sorte, qui est immanente dans toutes les choses du monde, dans toutes les créatures, et c'est un livre absolument bouleversant. Ouais, oui, tu sais, j'aurais pas pu, si je n'avais pas connu Mohoki Pit, c'est un recueil que j'aurais pas, que je n'aurais pas, tu sais, j'aurais pas pu l'imaginer, j'aurais pas pu l'écrire comme je l'ai écrit. Tu sais, tu sais, à chaque mot que j'écrivais en Nino, là, à chaque mot que j'écrivais dans ma langue, dans Ninoaïmo, j'étais là-bas, dans la toundra. Je la vivais, même si je la vivais en mots. Tu sais, tu sais, quand je fermais les yeux, j'étais là, je revoyais même les récits des vieux chasseurs quand ils faisaient la chasse communautaire et puis qu'ils chassaient, tu sais, tu sais, quand le caribou passait, le troupeau de caribou passait, je l'ai vu l'endroit où il passait. J'étais vraiment, c'était, c'est une terre, tu sais, pure encore. Je crois, sans vouloir me tromper, Joséphine, que les terres du Nord Canada sont bien sûr des terres physiques, géographiques, mais je crois que pour les autochtones, je crois que c'est aussi un monde intérieur. C'est C'est un des monde, lieux, comment vous dites? c'est un monde intérieur. Je crois que c'est le lieu. Oui, oui, parce que quand tu es dans le Notchmut, dans l'intérieur des terres, quand tu es là, c'est sûr, tu peux pas, c'est un monde intérieur parce que c'est quand tu te trouves sur dans le Notchmut, forcément, tu es avec. Tu sais, les esprits, tu sais, tu sens la terre, puis la terre te donne la possibilité de rêver, te donne tes rêves, puis tu sens la présence les esprits des animaux. Rodney, si peut-être tu veux te joindre à nous, tu publies la poésie de Joséphine Bacon en inou et en français. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours que vous avez fait ensemble dans ta maison d'édition? Ben, le mot en Haïti, le mot Haïti, c'est un mot indien, en fait, Taïno, qui veut dire terre haute. Donc, quand je suis arrivé à Québec, et naturellement, j'ai rencontré des auteurs, dont Laure Morali, qui m'a présenté à la poésie de Joséphine Bacon. Et Joséphine Bacon écrivait, mais elle ne savait pas qu'elle était poète. Elle n'a pas besoin de savoir. Elle était dans l'action. Il y a quelque chose qui ressemblait avec les Haïtiens parce que l'Occident nomme les choses et nous, on les fait. On les fait, on écrivait, mais on ne savait pas que c'était de la poésie. Donc, je pense que c'était le cas de Joséphine. Et puis, j'ai rencontré un poème de Joséphine Bacon. Et ce poème, le mémoire d'un crier a démarré en 2003. Et vers 2006-2007, j'ai eu le poème de Joséphine Bacon, où elle disait « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivant d'un récit qu'on ne raconte pas. » Et c'est un poème que je dis souvent. Et puis, donc, j'ai été troublé par ce poème. Troublé par ce poème parce que pour moi, en fait, la relation au poème, c'est une relation à l'histoire. Et j'ai visité les réserves et puis j'ai compris aussi qu'il y avait quelque chose dans la manière de raconter l'histoire au Québec. Même la Révolution est dite Révolution tranquille. Et je me suis dit, s'il y a quelque chose qu'on devait faire, c'est vraiment se rassembler, en fait, devenir un grand peuple. Et puis en lisant Gaston Miron, c'est comme s'il y avait pour moi quelque chose qui commence. Ce quelque chose qui commence, c'est aller à la rencontre des Premières Nations d'ici. Et on a fait, Mémoire d'un cri a fait un premier texte qui était fondamental, qui s'appelle Amititao, parlons-nous. Et Joséphine fait partie de ça, c'était sous la direction de Laure Morali. Donc, moi, je n'ai pas compris que
que quand on est venu me dire que les Autochtones, les Premières Nations et les Québécois vont se parler. Moi, je n'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ça parce que je pensais qu'ils vivaient sur la même terre, qu'ils se parlaient. Et c'est là que je vois les mensonges de l'histoire quand on parle de révolution tranquille. Et puis, je sens qu'il y a une grande violence. Moi, je sors d'une terre de violence qui s'appelle Haïti. Je viens ici, tout est tranquille au Québec, la vie est belle et douce, etc. Mais à part ça, quand on fouille dans l'histoire, on voit qu'il y a des histoires qui n'ont pas été racontées. Et je pense que c'est fondamental ce que Joséphine est en train de faire, ce que Capèche est en train de faire, ce que Naomi Fontaine est en train de faire. C'est-à-dire, c'est grandir le Québec, grandir le Canada. Parce que toutes ces histoires-là, une fois que ces histoires racontées, eh bien, on est devenu plus grand. Et je pense qu'on est là, on est dans cette rencontre. Et quand moi, je vois Joséphine, toutes les universités veulent donner des doctorats honoris causa à Joséphine Bacon. Et je suis content parce que symboliquement, c'est important pour moi. Il y a un livre de Limaracol, c'est le chant de corbeau dans le livre, et de Limaracol dans ce roman merveilleux. Il y a Célia, il y a un personnage qui est accepté à l'université. Oui, merci. Je pense que c'est Célia qui est acceptée à l'université mais l'université ne savait pas si elle pouvait. L'université dit oui, vous êtes accepté, mais l'université ne savait pas sur quel régime accepter une autochtone parce que ce n'était pas permis à une université, ce n'était pas envisageable qu'une autochtone rentre à l'université. Donc, et là, on était dans les années, je pense qu'on était dans les années 60, 70. Donc, quand je vois les universités applaudissent Joséphine Bacon, donc je pense qu'il y a un retour de l'histoire, je ne dirais pas revanche. Et je pense que c'est intéressant de retourner l'histoire. Et là, je pourrais citer Darwish qui me guide beaucoup en disant « Aucun peuple n'est plus petit que son poème ». Et je pense que le poème de Joséphine Bacon est grand, immense, et nous montre l'immensité du Québec. Et je place Joséphine Bacon à côté de Marie Huguet, à côté de Anne Hébert, à côté de l'homme rapaillé, je dirais, c'est l'indienne Linou Rapaillé, Joséphine Bacon. Moi, je trouve qu'il y a un livre de Joséphine, hein, mais peut-être que je me trompe, que j'aime beaucoup sur cette rencontre, mais dans l'intime, de peut-être le Québec d'aujourd'hui et peut-être cette culture ancienne, c'est Ouièche quelque part. Enfin, moi, je trouve que ce livre qui se passe comme ça dans Montréal et qui en même temps où chaque élément naturel renvoie dans une autre dimension, je trouve que c'est un livre absolument fabuleux, quoi. Enfin, qui a presque une certaine noirceur qu'on peut trouver dans des livres plutôt contemporains, plutôt canadiens, et puis d'autres dimensions qui sont celles de ton imaginaire, Joséphine. Ah, Ouièche, c'est un peu la ville, et puis c'est vivre dans une ville, Ouais. mais sans quitter notre mode. Je n'aurais jamais pu vivre aussi longtemps dans une ville si j'avais pas gardé en mémoire le récit de toutes les aînés, autant les vieux et les vieilles. C'est grâce à eux si un jour, parce qu'à chaque fois qu'ils me racontaient un récit, je partais en même temps qu'eux autres. C'est comme si j'avais toujours vécu dans l'intérieur des terres et si je n'avais jamais cessé d'être un nomade comme eux. Mais sauf que moi, je n'ai pas été nomade de notre mode. J'ai été nomade dans la ville. Mais quand je retourne dans l'intérieur des terres, dans le Notmut en Mourois, là, je ne suis plus une errante de la ville, mais la nomade de Mouchouat de Notmut. D'ailleurs, Notmut, c'est un mot qui veut dire, on le traduit par l'intérieur des terres, mais Notmut,
C'est immense, Note-moi, c'est tellement grand. Et puis, c'est un mot que tu ne peux pas mettre au possessif. Parce Mm. que, tu sais, moi, j'appartiens à Note-moi, mais Note-moi ne m'appartient pas. Est-ce que, tu sais, c'était toute la tristesse quand on a commencé à aller dans les pensionnats, c'est pendant qu'on était dans les pensionnats, les enfants, tu sais, nos parents, des vrais nomades, tu sais, ils ne pouvaient plus aller aussi longtemps dans le logement. Alors, c'est les multinationales qui sont rentrées dans le logement, puis qui ont commencé à, puis ils l'ont saccagé, ils l'ont gaspillé. Maintenant, tu sais, pour retrouver un autre mètre pur, il faut aller très, très, très loin. Pour ceux qui voudraient connaître un peu plus ta vie et ce que tu évoques, Joséphine Bacon, le musée du Quai Branly va diffuser ce vendredi 7 mai Je m'appelle Humain, un documentaire qui a été fait autour de toi par Kim O. Bomsawin. Euh, J'espère que je prononce bien. On n'a plus que quelques minutes, Rodney, mais je trouve dommage de quitter un petit peu cette veine autochtone, comme ça, cette fenêtre autochtone dans ta maison d'édition, sans évoquer peut-être, parce que là, on a évoqué en quelque sorte l'ancêtre, l'aîné avec Joséphine, mais il y a aussi quelqu'un de très important, hein, puisqu'il y a ces filiations. Mais j'aimerais, par exemple, tu me dises deux mots de Shuni, Naomi Fontaine, Shawnee, Shuni, ouais. Tony, le dernier livre de Naomi Fontaine, qui peut être aussi un guide en quelque sorte, hein, pour rentrer dans cette terre en quelque sorte. Et puis, peut-être plus atypique, que tu évoques un petit peu Joshua Whitterhead, Johnny Appleseed, parce que je trouve que c'est la nouvelle génération, c'est deux manières d'aborder cet héritage. Alors, je ne sais pas tous les deux si vous voulez en dire deux mots. Oui, j'aimerais bien dire deux mots, mais à la seule condition qu'avant de finir, que Joséphine lise quelques Ah poèmes, oui, 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 on avait dit ça. parce que c'est pas possible, c'est pas possible. On ne peut pas la regarder sans qu'elle nous lise en fait quelques poèmes. Mais Naomi Fontaine, c'est un grand coup de cœur. Je pense que c'est une jeune femme très, très importante. D'ailleurs, vous avez parlé Fabrice, tu as parlé de Joséphine Bacon et de son film Je suis humain au Quai Branly. C'est un film magnifique, mais il y a aussi le film Quissimon, à partir du livre Du du même premier livre nom, de Naomi Fontaine, Naomi publié en Fontaine, 2011. qui va être en salle en France le 7 juillet. Ce film va être en salle. Donc, cela montre comment, en fait, l'émergence de cette littérature inoue ici, et puis il y a vraiment des auteurs qui font des choses vraiment extraordinaires. Et Naomi Fontaine fait partie de ces choses-là. Et là, tu me poses la question. Et hier, le GG, le prix du gouverneur général, qui est l'équivalent du Goncourt chez vous, est sorti. Et Naomi Fontaine est finaliste. Dans la section roman, le livre Chouni de Naomi Fontaine est finaliste. Et dans une autre section, dans la section traduction, le livre Johnny Appleseed de Joshua Whitehead est aussi finaliste. Donc, c'est très important pour nous. C'est-à-dire parce qu'à un certain moment, il y a longtemps, ces noms-là et ces livres-là n'étaient jamais sur des prix. Et voilà que ces livres-là commencent à être lus. Voilà qu'il y a de la curiosité. Donc, c'est très, très important. Naomi Fontaine est pour moi l'une des romancières les plus lues. Quand on parle de Joséphine Bacon, on dit c'est de la poésie, mais quand on parle de Bâton à message, c'est 15 000 exemplaires. Joséphine Bacon, en fait, il n'y a pas de secret, Joséphine. Je ne pense pas que la banque ni le fils va venir, mais Joséphine Bacon a des droits d'auteur assez conséquents et Naomi Fontaine a des droits d'auteur assez conséquents, et je suis content de pouvoir le dire parce que c'est leur travail, et je pense qu'elles font un travail d'écrivain qui est fondamental et qui est salué par la société québécoise et canadienne. Et ce qui est fondamental, c'est qu'avec Naomi Fontaine et avec Joséphine Bacon, en fait, c'est l'histoire qui n'a pas été racontée, qui est racontée en poésie par Joséphine Bacon et qui est racontée en roman par Naomi. C'est toute la vision du monde inou.
Et peut-être, comme on est dans un impasse aujourd'hui dans le monde, pour dire comment va-t-on continuer à exister en tant qu'humain? Et on a besoin de vision philosophique. Et je pense que quand dans Chouni, Naomi qui dit à Julie, cette jeune Québécoise, qui pense on peut traduire Chouni par Julie. oui, oui, qui pense vouloir aider, parce que les Blancs veulent toujours aider. Et Naomi lui dit, non, non, on va vous aider d'abord. On va vous aider d'abord à nous aider. Et je pense que c'est sincère, puisque ces livres-là nous appellent à l'humilité de notre humanité. Et je pense que c'est vraiment fondamental s'il y a une leçon à tirer. Et par exemple, quand Naomi Fontaine nous dit, la vie est un cercle. Donc, c'est fondamental parce que nous voyons la vie de manière verticale, un patron, des ouvriers, des riches, des pauvres, alors que dans la vision Innu, la vie est un cercle. Quand Joséphine vient te dire la terre n'est pas au possessif, on ne dit pas ma terre, on dit notre terre. Donc, en fait, ce rêve collectif, ce rêve de vivre ensemble est déjà incarné dans la vision philosophique Innu. Donc, je pense que le Québec, le Canada et le monde auraient beaucoup à gagner en allant vers ces visions qui sont des visions beaucoup proches du territoire, beaucoup proches de la vérité de l'être humain. Donc, pour Johnny Appleseed, c'est assez simple, et c'est Joséphine qui m'avait appris ce mot, two spirit. C'est un two spirit, c'est-à-dire il n'est ni homme ni femme, il n'est pas genré du tout, et c'est un livre formidable, c'est un livre vraiment formidable qui est écrit, c'est une plume sublime. Ce livre a un succès fou, et c'est traduit par une jeune traductrice qui s'appelle Ariane Desroches, et c'est un livre qui était un grand coup de cœur pour ce que j'appellerais la nouvelle narration. C'est-à-dire qu'avant, c'était les Blancs cultivés qui étaient bien intentionnés, ce qu'on appelle des alliés, qui allaient sur les territoires, qui racontaient des histoires. Maintenant, ça ne se fait plus. Ce sont les gens qui vivent leurs histoires, qui racontent leurs histoires. Et je pense que c'est intéressant que tu sens la musique de Joshua Whitehead. Tu sens sa vision du monde. Et c'est toujours, en fait, c'est toujours, en fait, ce qu'on appelle le roman familial. Tu as toujours la grand-mère, Cocoon, tu as toujours la mère, tu as toujours la réserve et tu as toujours la ville. Et c'est le retour de la ville à la réserve pour assister à l'enterrement de son beau-père. Et c'est vraiment, il y a le rire qui se mêle à la douleur. Donc, c'est quelque chose de fabuleux, ce livre, Johnny Appleseed. Un jeune homme protéiforme qui nous permet de faire un va-et-vient entre les deux mondes. Fabrice. Nathalie, il y a des questions. Est-ce que non, d'abord, est-ce qu'il est possible pourrait lire un poème? Voilà, on voudrait prioritairement, avant les questions, on voudrait que Joséphine nous lise un texte si c'est possible. Les questions, au pire, on les passera, mais on veut entendre Joséphine. Oui. Voilà, la priorité. D'accord. Nuelution, Ojahomet, Ihnagahu. Nit atiu Ihnagahu. Ntahuatem, Hehegato, Ihnagahu. Ntush, Inigwe, Ihnagahu. Ntakop, Waptichmok, Ihnigahu. Ntakwanohon, Matshu, Ihnagahu. Nanakamon, Tewakan, Ihnagahu. Ni Inu, Ntahanagahan. Ma richesse s'appelle saumon. Ma maison s'appelle caribou. Mon feu s'appelle épinette noire. Mon canot s'appelle bolo. Ma robe s'appelle lichen. Ma coiffe s'appelle aigle. Mon chant s'appelle tambour. Moi, je m'appelle humain. Magnifique. Merci beaucoup. Alors justement, je vais enchaîner. Il y a une question pour Joséphine. Est-ce qu'écrire, c'est la seule façon de laisser une trace? Mon Dieu, j'ai jamais réfléchi de cette façon-là. Moi, j'écris parce que c'est mon âme me dicte des mots. Alors, j'écris pas pour laisser une trace, mais pour écouter
sais, pour obéir à l'âme, à mon âme et à mon cœur. Et puis peut-être, tu sais, donner, donner, donner un peu de moi à ceux qui liront et à ceux qui viendront aussi. Alors, c'est très beau ce que vous venez de dire, Joséphine. Je crois qu'il y a une certaine émotion qui vient de se dégager déjà de votre lecture. À enchaîner, c'est pas facile derrière vous. Il y a une autre question aussi. Êtes-vous consciente justement que votre langue peut disparaître? Je suis très consciente que les langues autochtones sont en danger. On est très conscient, mais j'ai remarqué que de plus en plus, la conscience nous a rattrapés sur le danger de la perte de notre langue. Et puis, si on perd notre langue, c'est un peu notre identité qu'on perd. Donc, tu sais, j'ai remarqué que depuis le confinement, les jeunes Inuits, tu sais, au lieu d'être face à des murs dans les réserves, dans les maisons, mais ils retournent dans le Nujmat. Et puis, en retournant dans le Nujmat, forcément, ils retrouvent leur langue. Ouais. Et vous avez commencé comment à écrire, Joséphine? J'ai commencé, j'ai commencé peut-être, j'ai commencé à l'école, je dirais, au pensionnat, tu sais, parce que quand tu apprends une langue qui t'est complètement étrangère, juste de savoir la prononcer, mais même si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, c'est un émerveillement. Puis tranquillement, ben, tu sais, non, chaque mot, je pense, c'est une richesse en soi. Chaque mot t'amène, tu sais, à un imaginaire. Parce que chaque mot que tu prononces, l'image t'accompagne. Il est toujours accompagné d'une belle image, à part les mots de violence et d'agressivité, mais des mots doux, des mots tendres, c'est des belles images. Alors moi, il y a plus de questions là pour l'instant. Je voudrais Ah, juste saluer nos amis de la déléguée nationale du prix littéraire France-Québec qui sont là ce soir, qui nous écoutent. Il y a beaucoup de Québécois qui nous écoutent aussi. Avant de vous laisser la parole pour la conclusion, je voudrais remercier vraiment la délégation générale du Québec à Paris, remercier la librairie du Québec à Paris aussi, qui était notre librairie partenaire. Un grand merci Rodney d'avoir été là ce soir avec nous. Merci beaucoup Joséphine Bacon d'avoir été là aussi. On gardera un bon souvenir. Vous dire que le prochain rendez-vous avec la délégation générale du Québec à Paris, ça sera le 2 juin, le mercredi 2 juin, ça sera avec Kim Thuy. Demain, on se retrouve à 19h avec Sophie Astrabi pour son livre La somme de nos vies aux éditions J'ai lu. Fabrice, Rodney, Joséphine, je vous laisse Nathalie, le mot de la fin. Oui. Nathalie, on peut encore dire 2 mots ou pas? Oui, je te laisse la conclusion, donc tu as 2 mots. Mais juste 2 mots, ou je peux encore faire parler. Tu as 3 minutes, exactement. Alors, là, déjà, je voudrais te citer, Rodney, dans ce que tu as dit précédemment, que les altérités sont porteuses d'avenir et de solidarité. Et ça, je crois que c'est important. Mais je voudrais juste, peut-être pour conclure, Rodney, parce qu'il y a un aspect que j'aurais beaucoup aimé aborder dans cette discussion, qui est peut-être encore un aspect de cette maison d'édition, c'est peut-être le récit et l'essai. Et j'aimerais aussi que peut-être tu parles du dernier livre de Catherine Blondeau, Blanche, qui est un récit un peu hybride, et en tout cas qui aborde une dimension de ton catalogue que je trouve très intéressante, c'est l'Afrique du Sud. Et moi, je cite juste pour conclure sur cette maison que pour moi, en littérature étrangère, il y avait un livre absolument important l'an dernier qui s'appelait Mer à mer de Sindhiwe Magona, hein, d'Afrique du Sud. Et puis, comme Rodney va nous parler peut-être du dernier livre de Catherine Blondeau pour conclure, moi je cite juste Débutant, qui était aussi un livre fabuleux, enfin pas sûr, mais à propos aussi de l'Afrique du Sud et qui se passait en France et qui avait été dans la dernière sélection du finaliste du prix des libraires du premier roman. Donc voilà, je dis juste ça, Débutant de Catherine Blondeau. Et si, Joséphine, je te remercie énormément, c'est fabuleux à chaque fois de t'entendre.
Et Rodney, si tu peux peut-être parler un petit peu de Blanche. Il a 2 minutes, Rodney, pour faire la conclusion. Pour conclure. Oui, mais je dirais merci, je dirais Blanche. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui découvre un jour qu'elle est blanche. Mais on est blanche, noire ou autre dans le regard des autres. Et c'est Catherine Blondeau qui est une femme blanche et qui va interroger sa condition de femme, sa condition de blanche, alors qu'elle ne savait pas qu'elle était blanche. C'est un livre, Catherine Blondeau, elle habite à Nantes, elle est française, et puis elle s'est retrouvée en Afrique du Sud. Elle s'est retrouvée dans le monde, elle s'est retrouvée à se poser des questions et à aller vers Fanon, vers Glissant, en fait, à découvrir le monde. Et c'est ça que je pense qui est fondamental dans la littérature. Ça nous permet d'aller vers les Inuits. Et c'est pas, je pense que j'aime beaucoup dire, la politique échoue des fois dans le vivre ensemble, dans la construction d'un vivre ensemble entre les peuples, et la littérature nous ouvre à tout ça. La littérature nous ouvre à l'Afrique du Sud, la littérature nous ouvre aux terres, aux territoires inuits. On peut même entrer à l'intérieur des terres. Donc, je pense que ce qui est fondamental, je pense pour conclure, c'est que s'il y a une urgence aujourd'hui dans le monde, l'urgence, c'est les livres et la littérature. Et j'aimerais bien que les politiciens savent ça, parce que sans les livres, c'est Daniel Salnave qui disait, sans les livres, toute vie est une vie ordinaire. Si nous voulons vivre debout, il nous faut vivre avec les livres. Et merci à vous toutes, merci à vous tous. Merci pour cette très belle conclusion. Merci beaucoup, Joséphine Bacon. Merci, Fabrice Baumann. Merci, Rodney Saint-Éloi. Tous les titres qui ont été cités sont cités sur notre site unendroitoualler.com. Vous retrouverez toutes les références. Je vous souhaite à vous une bonne journée puisqu'il est 13h chez vous et à nous une bonne soirée. À demain. Au revoir.